Tout de suite commencer avec Madame Paul Yes, qui est la fille du fondateur du Drive-In Ciné. En fait, ce Drive-In Ciné a été fondé, imaginé par un monsieur qui s'appelait Monsieur Belmas. Monsieur Belmas Robert, votre papa, et qui a eu l'idée en fait de ce projet. Je vous laisse la parole. D'accord. Bon voilà, donc alors que je vous dise d'abord que le Drive-In Ciné a été ouvert le 3 août 1968. À l'époque, j'avais dit, donc il y avait 250 places de parking, hein, voilà, et quelquefois on a eu vraiment plus de 250 parce que notamment sur ça, enfin, je sais pas, que ce soit les films comme La Grande Vadrouille, c'était Les Canons de Navarone, qu'est-ce qu'il y avait, Le Jour le plus long, enfin des films, mais enfin que ce soit les Bourvil, il y avait aussi Les Nuits de Funès, alors là Le Cornio, la grande, enfin tous ces films là où on avait, c'est vrai qu'il y avait la queue jusqu'au Massabol, hein, et donc deux caisses ouvertes, dont Émile peut témoigner, hein, et on ne savait plus où les mettre, hein, c'est vrai, hein, et même des gens, on leur disait c'est fini, on peut plus, et ils rentraient à pied, ils s'asseyaient, voilà, il y avait vraiment une ambiance, vraiment, c'était super parce qu'en plus l'été, les gens, bon, il y en avait qui promenaient leurs chiens, il y en avait qui, voilà, c'était à la bonne franquette, et puis les jeunes, bon, il y avait le bar, dans Émile, hein, Émile qui s'occupait particulièrement du bar, hein, et de la distribution aussi des haut-parleurs, parce qu'au début, on n'avait pas la FM, donc on n'avait pas sur la modulation de fréquence sur la radio, quoi. Donc on l'a eu juste après. Et donc au début, il y avait des haut-parleurs qu'on distribuait donc à l'entrée, hein, voilà. Et les chauffages en hiver. Bon, c'est vrai que même en hiver, il y avait du monde à l'époque, hein, voilà. Mais c'était, bon, c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde, c'était bien parce que même les gens qui avaient des petits-enfants, ils pouvaient sortir, hein, que dans une salle de cinéma, c'est pas évident de pouvoir partir avec les enfants, et puis les jeunes aussi, ils étaient tranquilles dans la voiture, voilà. Sinon, ce que je voulais vous dire, oui, dans le terrain, actuellement, il est planté, il n'est pas inculte comme le monsieur l'a dit, hein. Au contraire, mon beau-frère a planté des oliviers, hein. Il y a beaucoup d'oliviers, d'ailleurs, je suppose que vous pouvez venir le voir à l'occasion, hein, il se fera un plaisir de vous les montrer. Des oliviers et beaucoup d'arbres, et bon, c'est un endroit paisible donc maintenant. Mais alors, dans l'ouverture du drive-in a eu lieu dans le 3 août 1968 et il a été arrêté en 96. Hein, vous voyez donc, quand même, ça fait quand même un bail, hein, près de 30 ans. Hein, donc voilà, et en septembre 96, hein, voilà. Et donc mon père l'a exploité jusqu'à... Ah oui, aussi que je vous dise, bon, dans cette... je peux continuer ou si ça vous intéresse, hein. Alors donc, bon, il a eu sa période de gloire, évidemment, mais bon, après, avec les vidéos, avec tout ce qui est la vidéo, enfin, les gens sont devenus plus sédentaires. Donc, là, je voudrais dire quand même que, bon, le terrain, il fait 2 hectares et demi, hein. L'écran, 20 mètres de haut sur 30 mètres de large, donc c'est quand même assez important, hein. Il y a à peu près 50 mètres de distance entre la cabine, donc la cabine de projection et l'écran. Et donc à l'époque, c'était quand même enfin, on était quand même au top au point de vue disons pour la projection pendant les années disons déjà en 1960 mon père qui avait ouvert le cinéma Le Branly, c'est une salle assez grande puisqu'elle a fait à peu près 750 places, c'était le premier à avoir un appareil de projection à la lampe au xénon. Antérieurement
c'était l'arc, c'est-à-dire deux charbons qui, par incandescence, provoquait un arc lumineux, et ce qui faisait que il y avait l'éclairage. Et il fallait constamment surveiller que les deux charbons se rapprochent, hein, parce que sinon... alors l'opérateur, c'était son travail, surtout une fois que... voilà, que c'était... voilà. Les premiers qu'on avait, la forêt... Oui, et alors mon père avait des grandes bobines de film, c'était à peu près cette hauteur, dont il y avait à peu près 1800 mètres de fil, chose que maintenant avec une petite clé USB, on peut avoir 10 films dans la clé, je ne sais plus, hein, mais bon, vous vous rendez compte quand même de cette capacité voilà, et c'était des films en 35 mm, voilà, et donc après, à cette époque-là, il y a eu la lampe Xénon qui a révolutionné malgré tout la projection du cinéma, et c'est pour ça que justement pour le drive-in ciné c'était quand même bien, parce que avec l'arc ça n'aurait pas suffi pour la clarté de la projection. Mais écoutez, surtout ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gens qui s'endormaient. Et bon, c'est arrivé qu'on ne les ait pas vus parce que le terrain était assez grand, et il y en avait qui se mettaient vraiment sur les bords et qui se retrouvent dans la nuit, enfermés dans le parking du drive-in, et donc ils ont dû revenir à pied chez eux, et le lendemain ils nous ont téléphoné en nous disant on a la voiture dans le drive-in, est-ce qu'on pourrait venir la récupérer parce qu'on n'a pas pu la sortir, on a dû rentrer à pied chez nous. Alors que je vous dis aussi que mon père a démonté un autre drive-in ciné à Canet, hein, l'Américain, hein, et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont dû y aller. Expliquer que cette affaire effectivement fonctionnait bien l'été, que malheureusement l'hiver il grignotait les bénéfices, donc c'est pour ça que lui-même a voulu céder la gérance, il a tenu 5 ans, c'était aussi une histoire de famille, il était avec ses 2 sœurs et son frère, donc l'un faisait la comptabilité, l'autre s'occupait en fait de la buvette, il y avait un coin buvette, et il me disait, c'est vrai qu'on faisait, quand il y avait beaucoup de monde, on faisait des pains bagnats, on faisait des frites, on faisait plein de petites choses à manger, mais des jours il n'y avait personne, alors du coup on faisait plus rien, puis quand on revenait, finalement il y avait du monde, mais nous on n'avait pas prévu assez, puis les gens arrivaient et étaient un peu déçus, et du coup petit à petit ça s'est arrêté. Enfin, de toute façon, c'est vrai, quand il a repris le drive-in ciné, ils ont nettoyé, ils ont tondu la pelouse, les herbes, etc. Ils ont refait la buvette, ils avaient amélioré, je crois, le système d'écoute, ils avaient acheté des nouveaux haut-parleurs, et en fait, il y avait une diffusion qui pouvait se faire, en fait, d'après une fréquence, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, au 105.5, et en fait, la diffusion se faisait sur le terrain, était limitée au terrain, je ne sais pas par quel moyen technique, mais en fait ça n'allait pas plus loin pour permettre effectivement aux gens qui avaient payé leur place au sein du drive-in de bénéficier de l'écoute. Voilà, il y a eu une amélioration aussi avec les chauffages, les petites chaufferettes en fait qui existaient, et voilà. La personne qui vraiment c'était l'âme vivante du drive-in, c'était Monsieur Agneau. Voilà, et ça c'est important parce que il vivait ce cinéma, il était tout le temps. Hein, je veux dire, dans la journée, il nettoyait, il préparait les films parce qu'il y avait un montage à faire. Parce que les bobines arrivaient, elles étaient petites comme ça, et donc pour avoir on les remontait sur une grande bobine comme ça, hein, et donc il fallait faire des montages, il fallait rajouter des films annonces, des documentaires, c'était suivant, voilà. Alors c'était tout un montage quand même qu'il fallait faire, hein. Il y avait 2 films et en principe on changeait tous les 2 ou 3 jours de films, hein, voilà. Donc Monsieur Agneau, c'était vraiment l'âme vivante du drive-in. C'était quelqu'un c'est très attachant, hein. Vraiment,
il faisait partie de la famille, quoi. Je veux dire, il était très serviable et surtout il avait cette passion du cinéma parce que c'est vrai qu'il vivait tout ce qui se passait au driving. Vraiment, et Jean-Luc, je pense que... Voilà. Non mais c'est vrai que j'étais jeune à l'époque et c'est vrai qu'il était toujours là, il était toujours... et avec mon père, il s'entendait très bien. C'est vrai que mon père aussi, c'était sa vie parce que il se trouve que mon père avait eu un accident très grave. Il avait 11 ans, il a perdu un bras. C'était un handicapé. Hein. Donc, il ne s'est jamais senti handicapé. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est, je crois, une des personnes pour lesquels j'ai le plus d'admiration parce que il s'en est toujours sorti, il a toujours dit je ferai plus que il voulait arriver à quelque chose dans la vie, il ne s'est jamais considéré comme un handicapé et je peux vous dire que il avait passé des diplômes d'électricien et de comptable, hein, et il avait été rejeté au départ parce que bon, quand on le voyait comme il était, on lui disait bon, on vous écrira et bon, un jour il avait monté un magasin de radio, c'était sur l'avenue Joffre, bon moi j'étais très petite et on lui a apporté un appareil de cinéma et on lui a demandé de l'arranger et de là ça l'a interpellé évidemment et il s'est dit pourquoi pas moi et il a essayé, il est parti en bicyclette. Hein, avec un petit appareil portable et bon ils ont monté un écran, je me souviens à l'époque c'était à Villeneuve-de-la-Raho sur la place, il y avait un écran, alors c'était une espèce de rideau blanc là qui était tendu, les petites mémés autour qui se mettaient autour de la place et voilà, ça a démarré comme ça pour mon père, hein, voilà. Et petit à petit, il a monté une tournée et voilà, c'est comme ça que c'est toute sa vie le cinéma, voilà. Et bon, il est toujours en vie, mais il est à Alicante en ce moment, voilà. Voilà. Ce que je voulais quand même dire, mais ce que je veux dire surtout, c'est de Monsieur Agneau, voilà. Parce que je sais pas, les personnes qui l'ont connu, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il avait un cheval qui s'appelait Crampon, je me souviens. Le dernier cheval de Bâche. Vous alliez chercher les films où? Alors voilà, on traitait par c'était des maisons de films genre Gaumont, Warner, Columbia, tout qui existe toujours d'ailleurs, hein, donc il y a des maisons américaines, donc le Centre National du Cinéma se trouve à Marseille, hein, et alors bon, c'est à partir de là que tous les films sont traités, et bon, il y a des représentants qui vous contactent, ou qu'on contacte, et c'est là qu'on fait des contrats de cinéma. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que les maisons de films qui traitent prennent des fois entre 40 et 50% de la recette, hein, et plus les impôts qu'il y a sur une taxe sur chaque ticket, c'est une taxe additionnelle, il y a tout un tas d'impôts, donc il ne faut pas croire que c'est du net, et c'est comme dans toutes les entreprises d'ailleurs, je pense, hein, mais c'est vrai que je pense aussi qu'il y a ce côté-là qui fait que quand on a bien compté, il faut voir ce qui reste, hein, voilà, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des à côté, il y avait le parking, il y avait les dans le bar qui fonctionnait, hein, mais c'est vrai qu'il fallait vraiment que ça soit rentable. Et après, alors ça a été le tour à mes filles. Quand j'ai eu mes filles, bon, en plus de ça, quand je les avais bébés, très petites, ce qu'on faisait, je les mettais en pyjama, hein, et puis on allait au cinéma, comme ça s'endormait, et puis après, quand j'arrivais, je les couchais. Par contre, à l'époque, tu dois l'avoir, on nous donnait, quand on prenait les tickets, on nous donnait un verre. Il y en a beaucoup, hein. Donc je les gardais, un souvenir. Oui, garde-le parce qu'il me coûte cher. Ouais. Oui. Moi j'y étais pour distribuer les haut-parleurs, un petit peu au bar, récupérer les haut-parleurs aussi. Mais j'ai surtout des souvenirs avant.
d'y travailler, c'est que bien sûr on montait sur la colline avec des couvertures. Il y en avait un qui passait en voiture, qui lançait une rallonge par-dessus le grillage, et on avait le son avec un haut-parleur. N'est-ce pas? Il y a quelques témoins là. Enfin, c'était un moment de notre jeunesse où on s'est éclaté. On n'avait que ça de toute façon. Hein. On montait à pied au drive, hein, parce qu'on n'avait pas le permis. On montait à pied et puis bon, il y en a un qui payait avec sa voiture et on était 30 ou 40 derrière le grillage. Et le coup des personnes dans le coffre, ça j'en ai un super souvenir aussi. Et l'été, quand il n'y avait pas grand monde, on rentrait, on payait, et on étalait une couverture par terre et on se mettait à même le sol, comme ça, et on regardait le film. Ça a été avec les étoiles, mais c'était... Je trouve que c'est dommage que ça n'existe plus, parce que je me rappelle l'été où j'y ai travaillé, au deuxième film, je me rappelle, on avait, je sais pas si quelqu'un se rappelle, des grosses lampes torches, avec des grosses batteries, et quand les voitures elles bougeaient un peu trop, qui dérangeaient les voitures d'à côté, on arrivait, de loin, on allumait la lampe. Hop, la voiture s'arrêtait net. Parce que les gens venaient se plaindre, je me rappelle. J'ai des souvenirs comme moi, je me rappelle dans les années 70, donc j'étais assez jeune, j'étais petite. Hein. Mais au deuxième film, il y avait la queue, même sur la route qui partait après le Massabol, parce qu'en Espagne, c'était des films interdits. Au cinéma. Du temps de Franco, les films porno étaient interdits, donc ils venaient voir les films au drive. Ouais. Le film s'est terminé, bien sûr. Vous voyez toutes les voitures sortaient, puis il y en avait toujours qui étaient longs à partir. Alors des fois on klaxonnait, allez, qu'on est pressé quand même, il faut sortir. Alors vous voyez les voitures passer, nous on est restés là, on va voir c'est qui. Alors on passait comme ça, écoutez, on voyait de tout, hein. Les têtes en bas, les jambes à l'air. Et son père pareil. Son père, moi, M. Belmas, c'est tout pour moi. Ils ont été vraiment très braves avec moi. Ils m'ont appris à faire marcher la machine au Branly. Parce qu'au Branly, ils avaient une salle au Branly à Saint-Assisque. Ils avaient une grande salle de cinéma. Et puis ils faisaient les rifles. Vous savez les rifles? Ouais. Alors là, il y a le monde comme ça. Et là, un jour, il me dit, tiens, tu veux faire, tel que t'as l'âge, tu veux faire du cinéma? J'ai dit oui. Vous savez ce qu'il a fait? Il me dit, viens, monte à la cabine, je m'en rappellerai toujours. Il me fait monter, après il tournait, il me dit, tu vois, là c'est le film, ça passe là, il me fait voir. Allez, il me dit, tu t'es débrouillé. Il est parti. Oui, il est parti, il m'a dit, c'est comme ça que t'as pas de là. Là, tu t'es démerdé. Et bien, je me suis débrouillé.